messieurs, bonsoir et bienvenue au troisième épisode de Science, Pseudosciences et Scepticisme. Cette semaine marque le deuxième épisode sur la théorie de l'évolution par la sélection naturelle de Darwin, mais cette fois du point de vue de ses opposants. Et quand on parle de ses opposants, on parle ici essentiellement de fondamentalistes religieux de tout poil. Aucun scientifique sérieux aujourd'hui ne la remet en question, simplement en raison du nombre écrasant de preuves qui confirment son existence. Bien que nous allions nous consacrer au créationnisme et au design intelligent, les arguments que nous apporterons s'appliquent à n'importe quel autre point de vue religieux. Avant d'aller plus loin, il y a un petit détail que j'aimerais corriger de mon épisode précédent. J'ai mentionné au début que la sélection naturelle dit que le but de chaque organisme est de se reproduire et de passer ses gènes. Mais en fait, c'est le principe de la vie qui veut cela, et non celui de la sélection naturelle. Par exemple, si on avait un processus qui n'introduirait pas d'erreur de transcription et donc pas de mutation. La sélection naturelle est présente simplement parce que ces mutations se produisent et qu'elles ont un effet sur le phénotype d'un organisme. Ok, donc cette petite précision faite, passons maintenant aux nouvelles. Ça va être quand même relativement court cette semaine. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, et l'Organisation pour la nourriture et l'agriculture des Nations unies ont émis un communiqué conjoint le 16 mai indiquant que le pesticide glyphosate, vendu par Monsanto sous le nom de Roundup, ne causait probablement pas le cancer. Pourquoi est-ce que je prends la peine de dire ça ici? C'est parce que cet énoncé semble contredire un autre groupe de l'OMS, c'est-à-dire l'Agence internationale pour la recherche sur le cancer, ou AIRC, qui indiquait que le glyphosate était probablement cancérigène. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que le méchant Monsanto aurait payé les Nations unies et l'OMS pour faire disparaître les critiques? Est-ce qu'ils ont mis au point un complot diabolique pour tuer la moitié de la population mondiale et ainsi perdre la moitié de leur marché? Évidemment non. En fait, de toutes les agences de régulation dans le monde, seule l'AIRC considérait le glyphosate comme possiblement cancérigène. En fait, cette nouvelle est donc en accord avec ce qui se fait partout ailleurs dans le monde. La question alors est de comprendre pourquoi l'AIRC considère que le glyphosate est dangereux. Cette décision a en effet été utilisée par tous les groupes anti-OGM pour justifier leur point de vue non scientifique et leur haine absolue pour Monsanto. Mais la situation s'éclaire un peu lorsqu'on considère que l'AIRC classe les substances en 5 classes distinctes. Le groupe 1 contient les substances dont on sait qu'ils causent le cancer, comme la cigarette, l'alcool et les radiations. Le groupe 2 a été scindé en 2 sous-groupes. Le groupe 2A contient les substances causant probablement le cancer, dont le glyphosate et les stéroïdes. Et le groupe 2B, celles causant possiblement le cancer. Notez la différence. Le groupe 3 contient les substances pour lesquelles on ne possède pas suffisamment d'informations pour prendre une décision. Et finalement, le groupe 4 contient les substances ne causant probablement pas le cancer. Ça semble clair et précis, non? Sauf que le groupe 4 ne contient qu'une seule substance. Autrement dit, selon la IRC, à peu près toutes les substances sur Terre peuvent causer le cancer, ou on ne le sait pas au moins. La IRC ne fait pas ses propres études, elle se contente de regarder la littérature scientifique. Cela mène parfois à un biais de sélection, c'est-à-dire qu'on ne choisit que les études qui vont dans le sens que l'on désire. De plus, qu'est-ce que possiblement cancérigène veut dire? Ça veut dire qu'on pense que la substance va causer le cancer si on en prend trop. Par exemple, manger trop d'aliments frits, de légumes dans le vinaigre, et oui. Prendre trop de caféine, respirer trop d'essence, etc. Même avoir des corps de travail qui chamboulent l'équilibre de notre corps est considéré comme probablement cancérigène par l'AIRC. Mais par contre, on ne mentionne jamais le risque qu'une substance cause le cancer, et sans ça, ça ne veut rien dire. Par exemple, manger une pomme peut vous donner le cancer si vous en mangez plusieurs milliers par jour. Est-ce que ça veut dire qu'il faut arrêter de manger des pommes? Bien sûr que non. En quantité normale, c'est délicieux et c'est excellent pour la santé. Et c'est pour cela que, malgré l'avertissement de l'AIRC, le glyphosate est probablement sans danger pour la santé. Et ne venez pas me tomber sur la tête avec le fait qu'on n'en est pas certain. En science, on n'est jamais certain de quoi que ce soit. Alors, c'est pas un critère de décision, hein? Notre deuxième et dernière nouvelle vient des États-Unis, où la Food and Drug Administration américaine a publié un avertissement officiel sur les dangers du xylitol, un édulcorant hypocalorique, sur la santé des chiens. Bien que ce produit, que l'on retrouve dans plusieurs produits communs, soit tout à fait sécuritaire pour les humains, il peut s'avérer mortel pour nos amis à quatre pattes.
En effet, leur corps est incapable de déterminer qu'il ne s'agit pas de vrai sucre, et donc leur pancréas va se mettre à produire rapidement de l'insuline pour l'absorber, ce qui peut entraîner une hypoglycémie très rapide, et même la mort si elle n'est pas traitée. On peut trouver ce xylitol dans les gommes hypocaloriques, certaines pâtisseries, le sirop pour la toux, le chocolat, les vitamines pour enfants et pour adultes, les rince-bouches et la pâte dentifrice. En fait, ça fait longtemps qu'on connaît les effets du xylitol sur les chiens, mais il y a eu une recrudescence considérable du nombre de décès dans les dernières années aux États-Unis, de 82 en 2004 à plus de 3700 en 2014. Alors, ça vaut certainement la peine de faire un petit rappel. Quant à l'effet du xylitol sur les chats, on l'ignore toujours, simplement parce que les chats n'aiment pas vraiment la bouffe sucrée. Et vous savez très bien qu'on ne leur fera jamais manger de la bouffe qu'ils n'aiment pas, à moins de les affamer. Et honte à vous de même considérer cette idée. Passons maintenant à notre sujet pour cet épisode, c'est-à-dire les opposants à la théorie de l'évolution par sélection naturelle de Darwin. Comme je le disais tout à l'heure, l'opposition à l'évolution est un point de vue essentiellement religieux. Par contre, je ne veux pas dire par là que toutes les religions la rejettent, loin de là. Plusieurs religions importantes, comme l'Église catholique, acceptent l'idée de l'évolution. Même chose pour plusieurs saveurs de l'islam, qui rejettent majoritairement l'idée d'une terre jeune. Cela ne veut pas dire pour autant que ces religions acceptent l'évolution telle que je l'ai décrite le mois dernier. Pour ces groupes, elle est ultimement sous le contrôle de Dieu, et c'est ce qu'on appelle l'évolution théistique. En 1996, le pape Jean-Paul II a officiellement accepté l'idée de l'évolution du corps, mais tout en gardant l'idée que l'âme, qui supposément habite chaque humain, est d'origine divine et n'a donc pu évoluer. De tous les ténets de l'évolution que j'ai mentionnés à l'épisode précédent, un en particulier leur est toujours inacceptable, celui qui dit que l'évolution est aveugle et n'a pas de but ultime. Pour eux, elle n'est pas aveugle, elle est guidée par Dieu. Et évidemment, l'humain représente son but ultime. Bon, on peut quand même se poser certaines questions, comme pourquoi Dieu, s'il a créé toutes les lois de la nature, a utilisé un chemin si long et tortueux pour arriver à l'humanité, mais au moins cette idée n'entre pas en contradiction directe avec ce que nous observons, et donc n'insulte pas notre intelligence, ce qui n'est pas le cas du créationnisme et du design intelligent. Alors commençons notre discussion par le créationnisme. Qu'est-ce que c'est? Tout simplement, c'est l'idée que tous les organismes sur la Terre ont été créés dans leur forme actuelle par Dieu, exactement comme décrit dans la Bible. Il y a deux types principaux de créationnistes, ceux de la jeune Terre, les Young Earth Creationists, et ceux de la vieille Terre, Old Earth Creationists. Les créationnistes de la jeune Terre prennent littéralement la Bible comme la vérité pure et considèrent que la Terre n'est âgée que de 6 000 à 10 000 ans. Les créationnistes de la vieille Terre, eux, acceptent que la Terre soit vraiment âgée de plusieurs milliards d'années et réconcilient ce fait avec les 6 jours de création en disant que chaque jour décrit dans la Bible correspond en fait à une ère géologique complète, de plusieurs dizaines de millions à 1 ou 2 milliards d'années. Mais peu importe l'âge de la Terre, ils rejettent tous les concepts d'un ancêtre commun et de macroévolution. Le créationnisme a été le point de vue de la majorité de la population et même de la majorité des scientifiques pendant très très longtemps. Darwin lui-même était croyant au début de sa vie, mais ce n'est qu'avec sa découverte de l'évolution par la sélection naturelle qu'une méthode naturelle est apparue pour expliquer la variété de la vie sur Terre, sans nécessiter l'existence d'une déité. Cela a fait l'effet d'une bombe dans certains milieux religieux, notamment en Grande-Bretagne et aux États-Unis. Déplaçons-nous justement aux États-Unis au début du 20e siècle, alors que la sélection naturelle devient de plus en plus acceptée par le monde scientifique grâce à la redécouverte du travail de Gregor Mendel, lui-même un moine catholique, sur les gènes. Plusieurs États américains passent des lois interdisant l'enseignement de l'évolution dans les écoles publiques. C'est le cas notamment au Tennessee où en 1925 le Butler Act est voté interdisant l'enseignement de l'évolution, bien que son proposant, John W. Butler, avoue qu'il ne connaît rien de l'évolution. L'ACLU, l'American Civil Liberties Union, décide de la tester devant les tribunaux avec l'aide d'un professeur suppléant, John Scopes, qui se porte volontaire pour enseigner l'évolution et être poursuivi par l'État devant les tribunaux. Le procès a été très popularisé et Scopes déclaré coupable au bout de seulement 8 jours. L'argument utilisé par la défense, selon lequel l'évolution n'entrait pas nécessairement en conflit avec la religion car elle pouvait être guidée par Dieu, donc celui de l'évolution théistique, n'est pas retenu.
Il faut dire que le juge était lui-même un créationniste convaincu et a donc nettement favorisé le plaignant, ce qui a poussé le jury à trouver Scopes coupable. Le juge l'a condamné à 100$ d'amende, sentence qui a ensuite été annulée pour des raisons techniques. En fait, le juge n'avait pas le droit d'émettre des amendes de plus de 50$ par lui-même. Cependant, avec la Deuxième Guerre mondiale et les années 50, le monde change. La science connaît un essor considérable, autant en termes de notoriété que de popularité. Et parmi les scientifiques, la théorie de l'évolution de Darwin fait consensus. L'enseignement de l'évolution est finalement inclus dans le curriculum des sciences des high schools américains. Sous peine de voir ses idées ridiculisées, le mouvement créationniste a dû se tourner lui aussi vers la méthode scientifique pour tenter de l'éprouver. À cet effet, la science créationniste est créée dans les années 60. Elle vise à donner un support scientifique au mythe de la création de la Genèse et à invalider les preuves de l'évolution des espèces. Ses idées principales sont les suivantes. Premièrement, création à partir de rien, ex nihilo, qui justifie l'apparition subite de nouvelles espèces animales. Deuxième principe, la Terre et l'univers ont été créés quelque part dans les 6000 à 10 000 dernières années. Ce sont donc des créationnistes de la jeune Terre. Troisième principe, tous les organismes vivants sur la Terre ont été créés comme des types baraminologiques fixes et distincts. Vous vous demandez probablement c'est quoi la baraminologie? C'est simplement un système qui classifie les animaux en groupes de types créés, ou baramines, vous pouvez entendre les guillemets, selon la séquence de création des organismes de la Bible. Selon cette théorie, les organismes d'un baramine ne peuvent se répliquer avec les organismes d'un autre baramine et n'ont aucun ancêtre en commun. Par contre, il permet l'idée de l'évolution à l'intérieur d'un même baramine. C'est pourquoi, selon eux, il n'y avait pas vraiment 2 animaux de chaque espèce sur l'arche de Noé, juste 2 animaux de chaque baramine. C'est vraiment incroyable les pirouettes qu'ils peuvent faire pour essayer de contourner un problème simple comme celui de stocker plusieurs millions d'espèces, incluant les dinosaures, oubliez-le pas, dans un espace réduit. Et en plus, ils ne peuvent même pas dire que l'arche était en fait probablement gigantesque, car ces mesures exactes sont données dans la Bible. Et soit dit en passant, l'idée de baramine n'est jamais mentionnée dans la Bible. C'est une pure invention des créationnistes. Finalement, les fossiles auraient été déposés dans les strates géologiques par le fameux déluge qui aurait complètement recouvert la Terre pendant 40 jours. Ce même déluge aurait aussi créé le Grand Canyon en même temps. Quoi qu'il y a à se demander alors pourquoi il y a un seul Grand Canyon sur Terre, puisqu'elle a été entièrement recouverte d'eau. Et on peut aussi se demander quel genre de déluge aurait pu causer le canyon de Valles Marineris sur Mars, qui est presque 3 fois plus long, 20 fois plus large et 4,5 fois plus profond que le Grand Canyon. Le mouvement a pris de l'ampleur aux États-Unis dans les années 70, alors que ses proposants ont commencé à critiquer l'enseignement de l'évolution dans les écoles publiques et à promouvoir l'enseignement de la science créationniste comme alternative. Plusieurs écoles ont alors décidé de l'enseigner côte à côte avec l'évolution de Darwin dans les classes de sciences. Mais ces décisions ont fait l'objet de poursuites devant les tribunaux, comme quoi enseigner le créationnisme revenait à privilégier une religion par rapport à une autre, ce qui est interdit par la Constitution américaine. Un premier procès en 1982 a trouvé que la science créationniste n'avait aucune des caractéristiques de la science et que son intention était de promouvoir un point de vue religieux précis. Mais le coup final survient en 1987 lorsqu'une décision de la Cour suprême des États-Unis, dans le cas Edwards versus Aguillard, indique que l'enseignement de la science créationniste dans les écoles de la Louisiane est anticonstitutionnel. Suite à cette décision, que pensez-vous a été la réaction des fondamentalistes, une fois leur phase d'outrage terminée, bien sûr? D'accepter la décision, de réaliser que la religion ne devait s'enseigner qu'à la maison ou dans les cours de religion? Si vous pensez ça, vous n'avez jamais eu affaire à de vrais fondamentalistes, car voyez-vous, pour eux, mentir, falsifier et décevoir est tout à fait correct, en autant qu'on le fasse au nom de Dieu. En 1991, un avocat, pas un scientifique, un avocat, nommé Philip Johnson publie un livre intitulé Darwin on Trial, dans lequel il attaque la théorie de l'évolution comme s'il s'agissait d'un argument présenté à une cour de loi. Il ignore totalement les faits scientifiques et se consacre à des arguments de logique et de rhétorique pour réfuter la théorie de Darwin. Le livre aura un grand succès parmi la population et Philip Johnson devient une célébrité. Dans une conférence en 1992, il rencontre plusieurs des personnes qui deviendront ses alliés, plus particulièrement William Dembski, Michael Behe et Stephen Myers.
En 1993, il crée le Center for the Renewal of Science and Culture, affilié au Discovery Institute, dont la mission est de promouvoir le design intelligent et de remettre la science à sa place. Évidemment, comme il n'est qu'un avocat, ses arguments n'ont rien de scientifique et ne visent qu'à convaincre les gens normaux, si on peut dire, de la nécessité d'enseigner le design intelligent. Le Discovery Institute, lui, est un organisme sans but lucratif fondé en 1990 à Seattle pour promouvoir les valeurs conservatrices et religieuses ainsi que celles de la famille traditionnelle. Alors, qu'est-ce que c'est que le design intelligent? On peut dire que c'est exactement la même chose que la science créationniste, mais avec quelques petites modifications. L'argument principal reste le même, c'est-à-dire que les organismes sur la Terre ont été créés par une intelligence supérieure. Mais on ne donne pas de nom à cette intelligence. De même, on ne discutera pas de l'âge de la Terre pour pouvoir accueillir les créationnistes de la jeune et de la vieille Terre. Une grosse tente inclusive, si vous voulez, comme si la différence entre ces deux points de vue était mineure. Pour essayer de se distancer de la science créationniste, qui ne peut être enseignée dans les écoles publiques, le mouvement du design intelligent tente également de développer de nouvelles théories scientifiques qui prouveraient l'existence d'un créateur. Ces deux scientifiques vedettes sont le biochimiste Michael Behe et le mathématicien William Dembski, qui introduisent respectivement les concepts de complexité irréductible et de complexité spécifiée. Prenons un petit peu de temps pour les expliquer car ce sont les deux principes de base du mouvement du design intelligent, même s'ils sont aujourd'hui considérés comme des pseudosciences par la communauté scientifique. Le concept de complexité irréductible est assez simple. Après l'avoir partiellement introduit dans la version de 1993 du livre Of Pandas and People, dont nous parlerons en détail plus loin, son auteur, Michael Behe, le met de l'avant dans son livre Darwin's Black Box en 1996. Selon la théorie de Darwin, tous les mécanismes vivants se sont développés lentement et sûrement dans le temps à partir d'un mécanisme très simple, à coup de petites mutations intergénérationnelles, pour finalement arriver aux organismes complexes d'aujourd'hui. La complexité irréductible nous dit que non, certains mécanismes sont si complexes qu'enlever la moindre petite partie fait en sorte qu'ils ne fonctionnent plus correctement. Donc, pour qu'ils fonctionnent, il faut qu'il ait été créé au complet, d'un coup, et nécessairement, donc, par un designer intelligent, c'est-à-dire Dieu, mais évidemment, on ne dit pas son nom. B donne l'exemple du piège à souris avec sa base, son ressort, son marteau et sa barre pour activer la trappe. Si un seul de ces morceaux ne fonctionne pas, le piège au complet ne fonctionne pas. Au niveau biologique, il cite la complexité de l'œil, la coagulation du sang et la bactérie flagellum comme des exemples de complexité irréductible. Regardons-les séparément. Commençons avec l'œil. B clame qu'il est une preuve de la complexité irréductible à cause de toutes ces différentes parties qui doivent interagir entre elles de façon exacte pour permettre la vision. De façon plus précise, il dit que les réactions biochimiques nécessaires au niveau des cellules pour expliquer la sensibilité à la lumière ne peuvent se développer petit à petit. Sauf que l'œil n'a pas besoin d'être complet pour être utile. De simples plaques photosensibles dans des animaux primitifs peuvent être capables de détecter la présence ou l'absence de lumière et donc percevoir si on est le jour et la nuit. Petit à petit, des mutations à ces cellules auraient permis de percevoir la direction et donc donner aux animaux la chance de s'orienter, puis après de décoder les couleurs, de reconnaître les formes, etc. Je pense qu'on comprend tous pourquoi chaque petit pas comme ça constitue une amélioration des chances de survie d'un organisme. Et en plus, si B avait raison et que l'œil était défini par un designer, franchement, il faudrait le sacrer d'or à coups de pied dans le cul, parce qu'il a franchement fait une mauvaise job. L'œil est tellement mal fait, avec entre autres les photorécepteurs complètement dans le fond de la cavité, que pratiquement la moitié de la population développe des problèmes de vision qui nécessitent une correction. En fait, nous-mêmes aujourd'hui serions probablement capables de développer un œil beaucoup plus efficace et surtout plus fiable. Le deuxième exemple est le système de coagulation du sang, qui selon B est trop complexe pour avoir évolué peu à peu. Le problème est qu'il assume que toutes les parties du système ont toujours été nécessaires et donc n'ont pu être ajoutées par la suite. Malheureusement pour lui, on a trouvé de nombreux exemples de coagulation chez d'autres animaux, comme la baleine, qui ne fonctionnent qu'avec une partie des éléments du système humain, et ils fonctionnent très bien. Donc c'est une preuve que le système de coagulation humain n'est pas irréductible. Le troisième exemple donné par Behe est celui de la flagella, une partie de bactérie qui agit comme un petit moteur moléculaire et lui permet de se déplacer, et qui demande l'interaction d'environ 40 parties de protéines pour fonctionner. Pour lui, il s'agit d'un exemple parfait de complexité réductible, car si on lui enlève une seule partie des 40, la flagella ne fonctionne plus et la bactérie ne peut se déplacer.
Elle ne peut donc pas avoir évolué morceau par morceau en tant qu'engin de propulsion. Mais Bee ignore volontairement, on imagine, le principe appelé exaptation, qui dit simplement que le processus d'évolution peut changer la fonction d'un trait existant pour introduire une nouvelle fonctionnalité dans un organisme. Par exemple, les plumes des oiseaux ont probablement évolué au début pour régulariser la température de leur corps, mais leur usage a ensuite été modifié pour permettre de voler. En ce qui concerne la flagella, un mécanisme très semblable, mais n'utilisant que 10 des 40 parts de la bactérie, a été découvert chez certains germes qui servaient à injecter des toxines dans des cellules. Il se peut donc très bien que l'évolution ait pris cet assemblage de base et l'ait adapté pour en faire un petit moteur par la suite. Mais au bout du compte, il y a un problème encore plus fondamental avec la théorie de Behe qui la rend non scientifique. Comment est-ce qu'on mesure la complexité d'un système? Qui est-ce qui décide qu'un système est trop complexe et donc irréductible? Plusieurs arguments de Behe relèvent de la simple ignorance. Si lui ne sait pas comment un organisme a évolué, alors ça veut dire qu'il n'a pas évolué. D'ailleurs, au procès de Dover, dont nous allons parler plus loin, après qu'il ait déclaré que nous n'avions encore aucune idée comment le système immunitaire humain aurait pu évoluer, la poursuite lui a présenté des dizaines de livres et articles discutant justement de l'évolution du système immunitaire, et il a dû avouer qu'il n'en avait lu aucun. Passons maintenant à la théorie de complexité spécifiée de William Dembski. Puisqu'il s'agit essentiellement des mathématiques, je n'irai pas autant dans les détails. Je me contenterai de dire qu'elle repose sur les probabilités. Nous savons que tout ajout de complexité à un organisme entraîne une création de nouvelles informations. Mais selon Dembski, un processus ne peut créer de nouvelles informations par lui-même, elle doit l'être par un agent intelligent extérieur. L'idée de base est de dire que le nombre de mutations possibles d'un gène est extrêmement élevé et qu'il y a tellement peu de chances de tomber sur une qui soit non seulement viable mais avantageuse que c'est pratiquement impossible, à moins d'être guidé évidemment. Un peu comme si l'évolution consisterait à gagner le gros lot du 649 à toutes les semaines, sauf qu'au lieu d'avoir 14 millions de combinaisons possibles, il y en aurait des milliards de milliards de milliards. Les critiques de cette théorie dénoncent par contre son manque de rigueur mathématique, ce qui est bizarre pour un mathématicien, ses faux raisonnements, sa logique circulaire, etc. Aussi, son idée de probabilité revient de façon pratique à l'exemple du 747 utilisé par les créationnistes, dont j'ai déjà parlé dans le podcast précédent, c'est-à-dire que si on prenait un paquet de pièces et que le vent les assemblait au hasard, quelles seraient les chances qu'ils forment un 747 fonctionnel tout équipé? Évidemment, cette analogie est complètement fausse, car personne ne suggère que l'évolution fonctionne de cette manière. Les mutations sont peut-être le fruit du hasard, mais leur transfert aux générations futures ne l'est pas, elles. Il y a un troisième argument qui n'est pas vraiment scientifique, mais plus de nature philosophique, celui de l'univers précisément réglé, ou le fine-tuned universe. Cette notion vient du fait que les constantes universelles de l'univers doivent avoir une valeur extrêmement précise pour pouvoir produire un univers qui supporte la vie. Ces valeurs incluent les constantes fondamentales de la physique, la puissance relative des forces nucléaires et électromagnétiques, la force de gravité entre les particules fondamentales et les ratios de masse entre ces particules. L'argument dit que si une seule de ces valeurs était différente, l'univers qui nous entoure serait très différent et ne permettrait probablement pas la création d'objets complexes comme les planètes ou les galaxies. Il faut donc qu'une intelligence supérieure ait délibérément choisi ces valeurs. Mais ces arguments ne sont cependant pas vraiment supportés par l'évidence. Ce concept est considéré comme une tautologie. La vie peut exister dans l'univers car l'univers est capable de supporter la vie. S'il n'était pas capable, nous ne serions pas là pour nous poser de questions. Cependant, rien ne nous dit que celui que nous avons est le seul pouvant supporter la vie. Peut-être d'autres, totalement différents du nôtre, avec des lois différentes, pourraient aussi en être capables. Évidemment, notre vie est compatible avec les lois actuelles de l'univers, car elle a été conçue dans cet univers, donc elle s'y est adaptée. Aussi, plusieurs critiques mentionnent que plusieurs de ces constantes sont probablement liées entre elles et qu'elles ne pourraient théoriquement que changer en groupe et non individuellement, ce qui fait qu'elles resteraient toujours plus ou moins en équilibre, si l'on veut, pour avoir un univers cohérent. Mais si c'est le cas, alors l'idée d'un univers supportant la vie devient carrément probable. Si on veut spéculer encore un peu plus, certaines théories récentes évoquent la possibilité d'une multitude d'univers, dont le nôtre ne serait qu'un exemple, et chacun ayant son propre ensemble de lois. Évidemment, certains pourraient y supporter la vie, d'autres non. Dans ce cas, c'est tout à fait normal que nous existions dans l'un de ceux pour qui les constantes sont propices, sinon nous ne serions pas là pour en parler. Donc, comme on le voit, le design intelligent essaie de s'appuyer sur la science, mais il reste dans ses racines un mouvement politique et social.
En 1998, le mouvement publie une stratégie appelée The Wedge, rédigée en large part par Philip Johnson et qui met en avant le concept de design intelligent. Ses buts sont les suivants. Défaire le matérialisme scientifique et son effet destructeur ou sur la morale, la culture et la politique américaine. Remplacer les explications matérialistes de la science par l'idée que la nature et les êtres humains sont créés par Dieu. Pour réaliser ces objectifs, 3 phases sont identifiées dans la stratégie. Promotion de la recherche et rédaction d'articles scientifiques, promotion dans le domaine public, confrontation culturelle et renouveau. Nous avons déjà abordé la phase 1 avec les théories de complexité réductible et de complexité spécifiée. Les phases 2 et 3 visent, elles, à changer l'opinion publique grâce à la publication de livres populaires, d'articles de journaux et magazines, d'opinions, de vidéos promotionnelles et de séminaires explicatifs. Le but ultime est une réforme sociale et politique de la culture américaine. Dans 20 ans, le design intelligent doit être devenu le paradigme principal de la science, de l'éthique, de la politique, de la philosophie et des arts. Rien que ça. Pour contourner le jugement de la Cour suprême, le mouvement met de l'avant la stratégie d'enseigner la controverse. L'idée est de propager l'idée dans le public qu'il y aurait une controverse dans le monde scientifique sur l'existence même de la sélection naturelle et qu'au nom de l'honnêteté intellectuelle, les écoles devraient informer les enfants de théories alternatives, sans mentionner lesquelles, et les laisser décider laquelle ils préfèrent. Évidemment, une telle controverse n'existe simplement pas, et ce n'est qu'une manière détournée de promouvoir le design intelligent. En octobre 2004, le Dover Area School District en Pennsylvanie décide de changer le curriculum de sciences pour présenter le design intelligent comme une alternative à la théorie de l'évolution de Darwin. Au début 2005, une note est lue par les administrateurs dans toutes les classes de sciences, les professeurs de sciences refusant catégoriquement de le faire. Ceux-ci décident même de sortir des classes à ce moment, en signe de protestation. Cette note dit que la théorie de Darwin est une théorie, pas un fait, qu'elle est constamment testée par de nouvelles évidences et qu'il y a des trous dans la théorie pour lesquels il n'y a pas d'évidence. Elle présente ensuite le design intelligent comme une théorie alternative et indique que le livre Of Pandas and People a été mis de côté à la bibliothèque pour ceux qui souhaitent l'explorer. Devant les réactions des professeurs, le conseil d'administration nie l'idée que le design intelligent est de nature religieuse, bien qu'il soit conseillé par le Thomas More Law Center, un groupe d'avocats conservateurs chrétiens à but non lucratif qui utilise la procédure légale pour promouvoir la liberté religieuse des chrétiens, et non pas celle de tous, et des valeurs familiales traditionnelles. Ils sont également supportés par le Discovery Institute qui fournit le matériel sur le design intelligent. En réponse, l'ACLU, l'Americans United for Separation of Church and State et la firme Pepper Hamilton LLP déposent une poursuite au nom de 11 parents. Eric Rothschild de Pepper Hamilton et membre du National Center for Science Education servira d'avocat de la poursuite. La poursuite est aussi supportée par l'American Association for the Advancement of Science, la National Association of Biology Teachers, le National Center for Science Education et la communauté scientifique en général. Le procès a révélé bien des irrégularités au niveau du conseil d'administration de l'école et à quelques occasions de la pure malhonnêteté de certains. Mais pour nous, ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que la question de savoir si le design intelligent est une science ou non a été posée. La liste des témoins de la poursuite inclut Kenneth R. Miller, professeur de biologie à Brown et lui-même croyant, pour venir expliquer ce qu'est la science et pourquoi l'évolution est probablement vraie, Robert Pennock, un philosophe et auteur d'articles critiquant le design intelligent, et surtout Barbara Forrest, une professeure de philosophie de la Louisiane et auteur du livre Creationism's Trojan Horse, The Wedge of Intelligent Design, qui analyse le mouvement et expose ses vues et objectifs religieux et ses méthodes pour enseigner la controverse. Du côté de la défense, des tensions se créent avant même le début du procès entre le Thomas More Law Center et le Discovery Institute, quand celui-ci réalise que le design intelligent lui-même va être testé. Le résultat est que 3 de ses experts qui devaient y participer comme témoins, dont William Dembski et le géophysicien et professeur Stephen Mayer, se retirent de la cause. Seul Michael Behe s'y présentera pour expliquer sa théorie de complexité réductible. Je pense qu'il doit encore aujourd'hui amèrement regretter cette décision, car après avoir présenté sa théorie pendant plus de 2 jours, son contre-interrogatoire est légendaire dans le monde scientifique. Rarement on a vu un soi-disant expert se faire ramasser de cette manière. C'était de toute beauté. Je vous conseille de le lire si vous pouvez, il est disponible en ligne.
C'est pendant ce contre-interrogatoire qu'on lui a présenté les dizaines de livres et d'articles sur l'évolution du système immunitaire et qu'il a dû admettre ne pas les avoir lus. On lui a ensuite fait admettre que selon sa nouvelle définition de la science, l'astrologie serait considérée comme une science, ce que lui-même trouve ridicule. Il a ensuite dû avouer que sa théorie n'était pas falsifiable et qu'il ne pouvait faire aucune prédiction avec, et que même si elle s'avérait vraie, elle ne ferait qu'exposer un problème avec la théorie de l'évolution et ne constituerait pas une preuve du design intelligent. Je vous le dis, c'en était jouissif. Il en est sorti complètement démoli, mais évidemment, comme il ne travaille pas avec des scientifiques, ça ne l'a pas empêché de continuer son travail, comme si de rien n'était. Dans ce procès, il était primordial pour les gens du design intelligent de montrer qu'il était différent de la science créationniste. Pour ce faire, ils ont proposé le livre Of Pandas and People, The Central Question of Biological Origins comme référence. Comme il était un élément important du procès, la poursuite a réussi à obtenir toutes les versions du livre depuis son premier jet en 1983, incluant les versions de travail. Et son histoire en révélera beaucoup sur la similarité entre le créationnisme et le design intelligent. Le livre est publié en 1989 par la Foundation for Thought and Ethics, une organisation religieuse basée au Texas et dont le but est de proclamer, publier, sermonner et enseigner l'Évangile chrétien et l'étude de la Bible et de la lumière qu'elle jette sur les sujets académiques et sociaux actuels. Elle clame que le design intelligent signifie que les diverses formes de vie ont débuté de façon abrupte grâce à un agent intelligent avec ses traits distinctifs déjà intacts. Les poissons avec leurs nageoires et leurs écailles, les oiseaux avec leurs plumes, becs et ailes, etc. Une deuxième édition révisée est publiée en 1993 avec des modifications substantielles de Michael Behe qui introduit son principe de complexité réductible. Ce que les différents jets du livre révèlent cependant est que jusqu'à la décision de la Cour suprême de 1987, ce livre était 100% créationniste et utilisait ce mot à plusieurs reprises dans le texte original. Par exemple, la phrase que je viens de citer se lisait ainsi « La création, pas le design intelligent, signifie que les diverses formes de vie ont débuté de façon abrupte grâce à un agent intelligent avec ses traits distinctifs déjà intacts. » Suivant la décision de 1987, une nouvelle version apparaît, pratiquement identique, sauf que le mot « creationism », sous ses différentes formes, est remplacé par l'expression « intelligent design » et le mot « creationist » par « design proponent ». Aussi, toute référence au designer comme étendu est retirée. Mais tout le reste est identique, avec les mêmes arguments et les mêmes preuves. La célèbre anecdote du C-Design Proponentis vient justement de là, quand les auteurs ont voulu remplacer le mot creationist par les mots design proponents. Dans un cas particulier, une erreur est survenue et seule une partie du mot creationist a été remplacée, ce qui a résulté en l'expression C-Design Proponentis. La poursuite a pu ainsi montrer hors de tout doute raisonnable que le créationnisme et le design intelligent étaient fondamentalement la même chose. En 2006, le Discovery Institute a tenté de faire déclarer Of Pandas and People livre banni de l'année par l'American Library Association, mais ceux-ci l'ont rejeté car il n'a en fait jamais été banni de quelque bibliothèque que ce soit. Je pense que tout le monde avait compris à ce moment-là que le vent était en train de tourner contre le design intelligent. Avant même le dépôt de la décision, il y a eu élection du conseil d'administration de l'école. Probablement dégoûté de toutes les magouilles de l'ancien conseil pour faire accepter le design intelligent, les gens ont voté massivement pour le sortir de là et mettre en place des gens supportant l'évolution, incluant même quelques-uns des plaignants. Le 20 décembre 2005, le deuxième moment jouissif du procès arrive alors que le juge Johnny Jones rend sa décision dans laquelle non seulement il condamne les actions malhonnêtes du conseil d'administration, mais conclut de façon sans équivoque que le design intelligent est de nature purement religieuse et juste une nouvelle forme de créationnisme. Il est donc interdit d'enseigner dans les classes de sciences. Le nouveau conseil d'administration, satisfait de la décision, décide de ne pas porter appel et est condamné à payer les frais légaux de la poursuite au montant d'1 million de dollars. Évidemment, dès la décision connue, Philip Johnson et tous les leaders du mouvement du design intelligent ont crié à l'injustice et clamé qu'elle était l'œuvre d'un juge activiste, et donc partial. Le problème est que Johnny Jones est républicain, religieux et a été nommé par George W. Bush lui-même, un modèle de libéral donc. De plus, Jones avait déjà pressenti qu'on allait le traiter d'activiste et a donc pris le temps d'expliquer dans sa décision pourquoi il ne l'était pas. Le design intelligent a perdu car il a été clairement démontré qu'il s'agit d'une religion et non d'une science et que l'État ne peut favoriser une religion plus qu'une autre sous le principe de liberté de religion. Kitzmiller vs. Dover Area School District a eu lieu en 2005. Il a porté un dur coup au mouvement du design intelligent, mais il ne faut pas s'imaginer qu'il est mort pour autant.
Ce serait mal connaître les fanatiques. Ces imbéciles sont toujours à l'œuvre et le Discovery Institute est encore très actif. Ils ont produit en 2008 le film Expelled, No Intelligence Allowed, une bouffonnerie malhonnête qui, sous la forme d'un documentaire, essayait de nous faire croire que les chercheurs en design intelligent étaient victimes de discrimination dans le monde académique. Et puis il y a le mouvement Answers in Genesis qui a ouvert un musée sur le créationnisme dans lequel on voit des humains vivre avec des dinosaures. C'est drôle, je savais pas que les pierres à feu étaient réalistes. Et qui a entrepris en plus la construction d'une réplique grandeur nature de l'Arche de Noé. Je ne sais pas ce que c'est supposé prouver, mais bon, elle est supposée être inaugurée le 7 juillet de cette année, en hommage à la Genèse 7.7 qui décrit le début du voyage de Noé. Finalement, certains États ont passé d'autres lois encourageant l'enseignement de la controverse, en particulier la Louisiane et le Texas. Mais comme personne n'en s'en est plaint de façon officielle, il n'y a pas eu d'autres procès. Laissons maintenant de côté la politique et les tribunaux et revenons un peu à la science. Le design intelligent a de nombreux problèmes que ses proposants ont tendance à ignorer, et il faut absolument en parler. Et c'est ce que nous allons faire évidemment dans cette prochaine section. Premièrement, il repose en très grande partie sur la notion du dieu des trous, ce qu'on appelle God of the Gaps en anglais. Ce que ça veut dire, c'est que dès qu'on rencontre une situation que l'on n'est pas capable d'expliquer naturellement, on saute immédiatement à la conclusion que Dieu l'a créé ainsi. Mais cet argument est malsain car il implique que non seulement on ne sait pas comment l'expliquer, mais que nous ne saurons jamais comment l'expliquer. Dès lors, il n'y a plus aucune raison de continuer les recherches car on ne connaîtra jamais la volonté de Dieu. C'est donc un argument de paresse intellectuelle incroyable. Comment la science aurait-elle pu évoluer si on aurait arrêté toute recherche dès qu'on est tombé sur un phénomène qu'on ne peut pas expliquer? Et ça, c'est sans compter que très souvent, avec les ressources étant nécessaires, ces phénomènes inexplicables deviennent parfaitement explicables. Deuxièmement, si vous vous rappelez mon premier exposé sur la méthode scientifique, j'ai mentionné qu'une théorie scientifique nous permet de faire des prédictions sur des phénomènes encore inconnus qui pourraient être observés dans le futur. Le design intelligent, par sa nature même, ne peut faire aucune prédiction valable, car Dieu peut intervenir et faire absolument n'importe quoi, et la chaîne de causalité peut être brisée à tout moment. Troisièmement, l'idée d'avoir été créé par un designer omniscient et omnipotent entre en contradiction avec le fait qu'aucun des organismes existants n'est parfait. Nos yeux voient mal et sont très mal conçus, nous avons des organes dont nous ne servons plus, nous avons des faiblesses évidentes, comme nos corps qui ne sont pas capables de synthétiser la vitamine D par lui-même, on peut mourir à tout moment dans des souffrances atroces car la nature est cruelle, etc. Tout ça pointe beaucoup plus vers une évolution chaotique de l'à peu près, non dirigée et non optimale. Quatrièmement, pourquoi le designer aurait-il créé les organismes pour qu'ils semblent avoir été le fruit de l'évolution? Pour tester notre foi? Pourquoi la Terre a-t-elle toutes les apparences d'avoir 5 milliards d'années au lieu des 6 000 ou 10 000 ans de la Bible? Pourquoi avoir mis des fossiles de dinosaures et autres organismes inconnus dans le sol? Pour nous tromper? Ou peut-être que c'est l'œuvre du diable? De plus, si l'univers n'était vieux que de 10 000 ans, ça veut dire que nous ne pourrions voir aucun objet dans le ciel situé à plus de 10 000 années-lumière, car leur lumière ne nous serait toujours pas arrivée. Or, juste pour vous donner une idée, la galaxie d'Andromède, la plus proche de nous et avec laquelle nous allons entrer en collision dans quelques milliards d'années, est à plus de 2 millions d'années-lumière et on la voit très facilement au télescope. Il y a même des objets massifs qu'on peut détecter, qu'on appelle des quasars, qui sont à plus de 10 milliards d'années-lumière de nous. Est-ce que toute la physique moderne aurait tort? Certains créationnistes ont suggéré que Dieu a créé l'univers avec la lumière déjà en route vers nous, ce qui expliquerait pourquoi on peut voir tous ces vieux objets. Mais pourquoi aurait-il fait ça de cette façon, sinon pour nous tromper? Aucune idée. En tout cas, ce serait vraiment un sacré farceur. Et ça expliquerait beaucoup de choses, peut-être aussi. Cinquièmement, comme pour les conspirationnistes et les consommateurs de pseudosciences, les proposants du design intelligent sélectionnent soigneusement les preuves supportant leur point de vue et ignorent les millions de faits qui supportent l'évolution. Sixièmement, ils évoquent constamment une fausse dualité, celle où il n'y a que deux possibilités, soit l'évolution telle que proposée par Darwin est vraie, soit le design intelligent l'est. C'est tout. Et à ce moment-là, pour eux, ils n'ont pas vraiment besoin de prouver que leur théorie est vraie. Ils n'ont qu'à prouver que celle de Darwin est fausse. Et automatiquement, ça prouve par défaut que le design intelligent est vrai. Évidemment, c'est un point de vue complètement ridicule et montre un manque singulier d'imagination. Souvenez-vous qu'il y avait bien d'autres théories que celle de Darwin juste pour expliquer l'évolution, dont le lamarckisme que j'ai décrit dans le podcast précédent. Des idées aussi connues que l'évolution théistique sont tout bonnement ignorées. Pourtant, même démontrer que la sélection naturelle n'existe pas ne dit absolument rien sur la véracité du design intelligent, comme Bayes lui-même a dû l'avouer.
Les théories du créationnisme et du design intelligent ne sont pas des théories scientifiques, car elles ne sont pas falsifiables. C'est-à-dire qu'on ne peut jamais donner un exemple de condition qui démontrerait qu'elles sont fausses. Peu importe le résultat, on pourra toujours l'expliquer en revenant à l'idée que Dieu l'a fait comme ça et que ses voies sont impénétrables, donc inexplicables. Ces différents problèmes sont très bien illustrés par un mouvement appelé Question Evolution, ou Questionner l'évolution, créé par Creation Ministries International, un groupe créationniste de la jeune Terre. Ils ont publié en 2010 15 questions pour lesquelles les évolutionnistes n'ont apparemment pas de réponse. Elles illustrent très bien le principe du Dieu des trous, de l'argument par ignorance et de la fausse dualité. Si les évolutionnistes ne sont pas capables de répondre à ces questions, ils ne seront jamais capables. C'est donc que l'évolution n'existe pas, et donc par défaut le créationnisme est vrai. Heureusement, malgré le fait que plusieurs de ces questions font plus ou moins de sens, elles ont toutes été répondues, et je vais vous présenter ça ici. Je vous préviens cependant, certaines d'entre elles sont assez techniques et peuvent être difficiles à comprendre. Question numéro 1. Comment la vie est-elle apparue? Il s'agit ici d'une fausse question. L'évolution ne traite pas de l'apparition de la vie, mais bien de son déroulement une fois qu'elle est apparue. Quant à la réponse, nous n'en sommes pas sûrs, mais nous avons de bonnes raisons de croire qu'une molécule capable de se répliquer par elle-même, l'ARN, est à la base de tout ça. Question numéro 2. Comment s'est développé le code de l'ADN? Il faut comprendre que lorsqu'on parle du code de l'ADN, on ne parle pas ici d'instructions logiques comme celles qu'on trouve dans un programme informatique. On parle ici de réactions chimiques. Un code simple, probablement l'ARN, est à la base des premiers êtres vivants. L'ajout de mutations a causé des changements dans le code et ceux qui donnaient un résultat positif pour la reproduction de son organisme ont été transmis à la génération suivante. Avec suffisamment de réactions et suffisamment de temps, le code génétique peut devenir très complexe sans demander l'intervention d'une intelligence externe. Numéro 3. Comment des mutations aléatoires peuvent-elles créer l'énorme volume d'informations dans l'ADN? Avec beaucoup de temps. Même un petit changement peut avoir un effet sur le phénotype de l'organisme, et avec suffisamment de temps, ces changements s'accumulent et peuvent causer des changements radicaux dans l'organisme. Prenez l'exemple d'un livre de 60 000 mots. Avec une moyenne de 5 lettres par mot, ça donne environ 300 000 lettres. Imaginez que je le recopie une fois, mais en changeant au hasard 10 lettres. Le texte va rester lisible, n'est-ce pas? Mais imaginez que je copie cette reproduction une autre fois et y introduis 10 nouveaux changements de lettres, et que je puisse répéter ça des milliers de fois. Est-ce que vous pensez que le livre final va ressembler de quelque manière que ce soit au livre original? Évidemment non. En fait, on aura besoin qu'à changer peut-être 25% des lettres pour que le texte devienne incompréhensible. N'oubliez pas ici que les lettres changées sont choisies au hasard et il n'y a aucun moyen après coup de savoir lesquelles l'ont été. Et ce n'est pas comme si chaque quatrième lettre du texte a été changée. La sélection aléatoire assure que des mots entiers le seront et d'autres ne le seront pas du tout. Mais vous me direz que le livre résultant n'est qu'un ramassis de lettres aléatoires. Je n'ai pas fait évoluer mon texte, au contraire, il a régressé de façon significative, j'ai donc perdu de l'information au lieu d'en créer. Et vous avez tout à fait raison, mais c'est là où la sélection naturelle entre en jeu, pour ne transmettre que les changements qui sont avantageux. Chaque gène a un but immédiat, survivre assez longtemps pour transmettre son génome au plus grand nombre de descendants possible. Tout changement sera donc évalué en fonction de ce but, et seuls ceux qui le satisfont seront conservés. Évidemment, je ne parle pas ici d'une évaluation consciente, mais bien d'un processus automatique et aveugle. Si la mutation est bonne, l'organisme par définition va se reproduire plus souvent et transmettre son génome. Toute mutation neutre peut être passée ou non, dépendant du hasard, et si elle est accompagnée d'une autre mutation favorable ou défavorable. Même un trait désavantageux peut être passé s'il est la conséquence d'un trait avantageux et que le résultat total est avantageux. Comme je l'ai expliqué la dernière fois, cela pourrait expliquer l'existence de l'homosexualité. Certains traits pourraient augmenter les occasions de relations sexuelles chez l'humain de façon importante, et donc d'augmenter les chances de reproduction, mais avec l'effet secondaire d'introduire l'attirance pour les membres du même sexe. Donc, tant que l'effet total est d'avoir plus de descendants dans la population, il n'y a aucune raison biologique pour que l'homosexualité disparaisse. Question numéro 4. Pourquoi la sélection naturelle, un principe reconnu par les créationnistes, est-elle considérée faisant partie de l'évolution et responsable de la diversité de la vie? Parce qu'elle fait partie intégrante de l'évolution et en est même le ténet principal. Encore une fois, Darwin n'a pas découvert l'évolution, mais le processus de sélection naturelle. Cette question ne fait pas vraiment de sens. De plus, on parle de quel créationniste ici? Certains d'entre eux nient son existence, d'autres pensent qu'elle se limite aux variations à l'intérieur d'un brahmamine, maudit que j'ai ce mot-là, et d'autres pensent qu'elle est vraie, sauf pour l'être humain.
Donc il faudrait savoir de quoi on parle. Question numéro 5. Comment expliquer l'apparition de nouveaux processus biochimiques impliquant plusieurs enzymes et devant fonctionner dans un ordre précis? Cette question résume l'idée de complexité irréductible et la réponse est une étape à la fois. Une structure peut nous paraître complexe une fois complétée, surtout lorsqu'on n'a pas vu comment elle s'est formée. Mais comme dans la vie, toute tâche complexe se décompose en un ensemble de tâches simples. La différence avec, par exemple, la construction d'un gratte-ciel est qu'il n'y a pas de plan, pas de but final à atteindre. Mais si je commence avec un processus très simple et j'y ajoute peu à peu des morceaux, tout en m'assurant à chaque étape que le nouveau résultat est meilleur, en termes de transmission du génome, que le précédent, alors au bout de milliers d'itérations, je vais arriver à un système complexe qui fonctionne du mieux qu'il peut, mais ne sera pas optimal, ce qui est exactement ce que l'on observe dans la nature. Numéro 6. Les organismes vivants semblent avoir été désignés. Alors, comment les évolutionnistes peuvent-ils savoir qu'ils ne l'ont pas été? Mais l'apparence de design ne veut pas dire qu'il y a eu design. Comme expliqué au point 5, même un trait simple, si la nature le modifie constamment, peut devenir complexe. Examiner un organisme complexe une fois qu'il est complété, comme le humain, peut donner l'impression qu'il a été consciemment conçu, mais c'est simplement parce que nous n'avons pas vu son évolution dans le temps. En plus, qu'est-ce que ça veut dire « semble avoir été désigné » ? Quels en sont les critères ? Mystère. En plus, si on considère à quel point certains organes sont sous-optimales, il n'y a pas de raison de croire qu'ils ont été délibérément conçus par une intelligence supérieure. Question numéro 7. D'où vient la vie multicellulaire? Tout simplement de la coopération d'organismes unicellulaires qui se sont mis à coopérer ensemble pour offrir une meilleure possibilité de survie. Une cellule typique est composée d'un noyau et de mitochondries. Cette mitochondrie est la source d'énergie de la cellule et celle-ci lui donne en échange tout le sang dont elle a besoin. Mais au tout début, il s'agissait en fait de deux cellules distinctes qui ont éventuellement fusionné ensemble pour produire la cellule telle qu'on la connaît aujourd'hui. Question numéro 8. Pourquoi utilise-t-on la reproduction sexuelle alors que la reproduction asexuelle donne 2 fois plus de chances de passer ses gènes? Simplement parce que la reproduction sexuelle permet l'évolution des organismes à un rythme beaucoup plus rapide à cause de la grande diversité dans les descendants. Ces organismes ont donc pu se modifier suffisamment pour résister à des changements qui auraient tué les organismes asexués. C'est un peu le problème avec les clones, puisque leur ADN est identique, une maladie qui en tue un va probablement les tuer tous. Aucun n'aura par hasard développé une résistance. Question numéro 9. Pourquoi les millions de chaînons manquants sont-ils toujours manquants? Premièrement, ils ne le sont pas. Nous avons parlé du registre fossile dans le podcast précédent et comment, malgré la difficulté de créer un fossile, nous avions trouvé plusieurs millions d'exemples de ces soi-disant chaînons manquants. Évidemment, quand on est intellectuellement malhonnête, on peut s'en sauver avec le raisonnement suivant. Disons que j'ai le fossile A et le fossile C, sans forme de transition entre les deux. J'ai donc un chaînon manquant. Maintenant, je trouve un organisme B à mi-chemin entre A et C. Mais pour toute personne normale, ça voudrait dire qu'il n'y a pas de chaînon manquant entre A et C, non? Mais pour un créationniste, on en a maintenant 2 au lieu d'1. Et oui, maintenant on a celui entre A et B et entre B et C. C'est un peu comme la multiplication des pains, il n'y a pas de logique là-dedans. C'est carrément de l'aveuglement volontaire. Question numéro 10. Pourquoi certains fossiles vivants tels les coélacanthes, les lémures, crocodiles et requins sont-ils demeurés presque inchangés alors que d'autres auraient changé radicalement? Parce qu'ils sont extrêmement bien adaptés à leur environnement. Quand un organisme est parfaitement adapté et que son environnement est stable, il n'y a pas vraiment de pression évolutionniste pour changer. Donc l'organisme ne changera pas, ou du moins pas beaucoup. Parce qu'évidemment, les créationnistes ont exagéré dans cette question, ces animaux sont peut-être restés relativement semblables, mais ils ont certainement changé. Comparez un requin avec un mégalodon pour voir. Vous allez voir, il y a une méchante différence entre les deux. En termes de grosseur surtout. Question numéro 11. Comment des processus chimiques aveugles ont-ils pu créer l'intelligence, la moralité et donner un sens à la vie? Voyons ça un par un. Le plus facile est l'intelligence. L'humanité est une race de grands singes physiquement faibles. Nous ne sommes pas très forts, pas très rapides, pas très agiles, etc. Comment alors sommes-nous donc venus à dominer la planète, pour le meilleur ou pour le pire? À cause de notre cerveau exceptionnel et donc de notre intelligence qui nous permet de se protéger, de coopérer, d'inventer des outils et en général de s'adapter à n'importe quel environnement. C'est pourquoi on a des êtres humains dans les plus chauds déserts, tout comme en Antarctique. Je vois mal comment on pourrait considérer après ça que l'intelligence ne donne pas d'avantage au niveau de la survie de l'organisme.
Concernant la moralité et par extension d'autres qualités comme l'empathie et la compassion, Darwin a lui-même démontré dans son livre The Descent of Man que la coopération permet une meilleure survie, et donc que les traits la favorisant étaient sélectionnés par la sélection naturelle. Finalement, pour ce qui est de donner un sens à notre vie, c'est une question tout à fait personnelle, et je ne vois pas ce qu'elle vient faire ici. Pour les fondamentalistes, l'idée qu'il n'y a pas de sens à la vie mène automatiquement au nihilisme et au suicide, ce qui est évidemment complètement faux. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de sens absolu à ma vie que je ne peux y donner mon propre sens, vouloir atteindre mes propres buts. Au contraire, moi je trouve que de ne pas avoir d'autorité suprême est libérateur, et l'idée même qu'un monde sans Dieu nous mènerait au meurtre, viol et violence en général est fausse. Rappelez-vous que le tit for tat, la stratégie qui dit qu'on doit faire confiance aux gens tant qu'ils n'ont pas démontré qu'ils ne la méritaient pas, est la stratégie apportant le plus de bénéfices à une population. Question numéro 12. Pourquoi les évolutionnistes tolèrent-ils l'utilisation d'explications juste correctes dans leur travail? Ce que les créationnistes veulent dire ici est que l'évolution semble très flexible et que ses supporters semblent pouvoir l'utiliser pour expliquer des comportements semblant diamétralement opposés, même si ça ne fait pas de bon sens. Par exemple, l'homme est égoïste et agressif, sauf quand il est altruiste et pacifique. Le problème ici est que bien qu'une personne puisse être égoïste et altruiste à la fois, elle ne l'est pas au même moment. Ces comportements ne peuvent être jugés indépendamment des circonstances qui l'ont provoqué, et ce sont ces circonstances qui déterminent s'il est en accord avec la sélection naturelle ou non. Donc oui, l'être humain a des réactions complexes et variées dépendant des circonstances. Comme dit dans Star Wars, only a Sith deals with absolutes. Un dernier point, ce problème relève plus de la psychologie évolutive, qui a souvent tendance à donner des réponses trop simples au comportement humain. Ça n'a pas vraiment de rapport avec l'évolution biologique. Question numéro 13. Quelles sont les découvertes importantes qui ont découlé de la théorie de l'évolution? Le point des créationnistes ici est de dire que le développement de la biologie moderne a peu à voir avec l'évolution et qu'elle n'y joue aucun rôle important. Ce propos est en fait une citation d'un chimiste, le Dr. Philip Skell. Mais évidemment, c'est complètement faux. On n'a qu'à penser à la création de bactéries résistantes aux antibiotiques, que l'évolution a finalement expliqué, à la création de nouveaux types de grains dans les années 70 qui a permis de nourrir des millions de personnes, et à la création d'algorithmes génétiques qui sont très bons pour résoudre certains types de problèmes, etc. Elle permet également une meilleure compréhension du système immunitaire humain, des caractéristiques menant à des troubles mentaux profonds et de l'apparition de la perception et de la parole. Le problème est que le Dr. Skell parle à travers son chapeau. Pour nos auditeurs non québécois, ça veut dire qu'il parle de sujets sur lesquels il n'a aucune expertise particulière. Il est un chimiste et non un biologiste, et comme Michael Behe, il ne se tient pas à la fine pointe de la recherche en biologie. Question numéro 14. Pourquoi l'évolution est-elle enseignée comme une science opérationnelle alors qu'elle ne fait pas d'expérimentation? Cette question est carrément stupide car il y a plein d'expériences qui ont été et qui continuent à être faites sur l'évolution. On n'a qu'à penser à l'expérience de Richard Lenski des 28 dernières années, pendant laquelle il est parvenu à faire apparaître de nouveaux traits dans des bactéries E. coli. Le fait que Creation Ministries International refuse ces résultats nous en dit plus long sur ce groupe que sur l'expérience elle-même. De plus, cette séparation entre science opérationnelle, qui fonctionne par expérimentation, et la science observationnelle, qui ne nous permet que d'interpréter ce qui a déjà eu lieu, est une pure invention des créationnistes et n'a aucune valeur dans le monde scientifique. Encore une fois, c'est le même procédé que celui utilisé par les supporters des médecines alternatives, qui ont séparé la médecine allopathique, c'est-à-dire la médecine conventionnelle, de la médecine alternative. Ça ne vous surprendra probablement pas d'apprendre que cette distinction a été faite initialement par le créateur de l'homéopathie en 1810. Mais c'est de la bullshit pure. Il y a la médecine allopathique qui fonctionne et que l'on appelle communément la médecine, et il y a tout le reste qui ne fonctionne pas. Question numéro 15. Pourquoi l'évolution est-elle acceptée et enseignée comme une science alors qu'elle ne peut expliquer les évidences? Tenir un tel raisonnement montre plutôt une ignorance de ce qu'est la science de la part de Creation Ministries International, car s'il le savait, il réaliserait que la théorie de l'évolution a toutes les caractéristiques d'une science, et d'une excellente science en plus de ça. En fait, ici, il n'y a pas vraiment d'argument dans leur question. Ils assument que l'évolution n'est pas une science, sans le démontrer bien sûr, et demandent ensuite pourquoi les scientifiques l'acceptent comme telle. Comme si le fait de la déclarer unilatéralement non scientifique par un groupe de fondamentalistes voulait dire quoi que ce soit. Certains l'ont utilisé pour justifier des idées non scientifiques, comme le darwinisme social ou l'eugénisme, c'est vrai, mais ça, c'est leur problème. Ça ne change rien à l'évolution elle-même.
Et voilà, c'en est fait de notre 3e épisode de ce podcast et j'espère que vous avez apprécié. On se donne rendez-vous dans un mois pour le prochain épisode, où j'aborderai probablement le sujet du scepticisme, de la perception et de l'interprétation du monde qui nous entoure, et du fameux débat entre l'objectivité et la subjectivité. À la prochaine!